Les psys, des fois, parlent du deuil blanc. Quand tu fais un deuil blanc, en fait, c'est que tu fais le deuil d'un parent atteint d'Alzheimer, par exemple, quoi, qui n'est pas mort, mais qui n'est plus là, en fait. C'est ce qu'on appelle le deuil blanc. D'accord. Et en fait, alors, c'est pas légitime de ma part de dire que c'est un deuil blanc, mais en fait, des fois, je me dis, ouais, est-ce que ça serait pas mieux qu'il ait Alzheimer? Est-ce que ça serait pas mieux que... est-ce que ça serait pas plus facile, en fait, même si ça... Tu vois, je veux absolument pas minimiser la douleur des gens confrontés, mais en fait, je sais pas comment je... Est-ce que c'est un deuil gris? Est-ce que c'est un deuil blanc? Mais il est pas mort, quoi. Je peux pas... Moi, tant qu'il est pas mort, je suis quelqu'un de foncièrement... optimiste, c'est pas le mot, mais je suis quelqu'un de... Je suis pas rancunière. Je suis quelqu'un de profondément aimant, vraiment. Et je peux tout pardonner. Et depuis ce 21 novembre 2020, je n'ai pas parlé à mon père. J'ai essayé derrière de le rappeler, il n'a jamais répondu. Je lui ai envoyé un message que j'ai toujours en lui disant truc con, tu vois, là, en faisant abstraction du truc, est-ce que tu mangeras des huîtres pour Noël? Message auquel il n'a pas répondu. Ça me ferait plaisir que tu sois là à Noël. Il n'a pas répondu. Il n'est pas venu à Noël. Je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai jamais revu. À bientôt. Vous déménagez? Mes vêtements? Emballés. Mes bouquins? Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Amin Maalouf a dit « Je préfère de beaucoup la notion d'origine à la notion de racine. Parce que les racines, c'est pour les végétaux. Ce qui reste quand on s'arrache à un sol familier, c'est pas seulement un pays ou une langue. Ce sont les regards, les silences aussi, les appels du dimanche ou les bras qui ne s'ouvrent plus. » Dans cet épisode particulièrement fort de French Expat, je vous invite à la rencontre de Sandrine Marteau, une Française qui s'est installée en famille en Caroline du Nord, où elle vit depuis 4 ans. Elle revient avec nous aujourd'hui sur ce que l'expatriation lui a coûté. Elle nous parle d'exil au sens intime du terme. De cette distance qui n'est pas tant géographique qu'affective, car si elle a embarqué sa famille vers une nouvelle vie, elle a aussi laissé en France un père. Avec une grande sincérité, Sandrine revient avec nous aujourd'hui sur ses débuts, ses doutes, sur ses bonheurs multiples et quotidiens, mais aussi sur cette fracture qu'elle ne parvient pas à penser, l'interruption brutale du lien avec son papa, le jour où elle lui a annoncé son départ vers les États-Unis. Elle ne renie rien, elle avance et vous allez voir qu'elle est terriblement inspirante. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, let's go direction la Caroline du Nord. Donc salut, moi c'est Sandrine. Je vis en Caroline du Nord depuis maintenant 4 ans. Débarquée ici en plein Covid de notre joli coin de Bretagne à Concarneau, qui, je dois dire, me manque énormément. On a un lac ici, mais c'est pas la même chose, ça sent pas pareil, c'est pas... Enfin bref. J'ai un mari très aimant et que j'aime beaucoup aussi. On s'est rencontrés en 99. Et puis tous les deux, on est les parents de 3 beaux enfants. Jade qui va sur ses 21 ans, bientôt la majorité ici. C'est plutôt pas mal puisque du coup, elle dit qu'elle est majeure depuis 18 ans. Et moi, je lui dis non, tu n'es pas majeure. Pour ça, pour ça, on est américain. Timothée qui est lui en high school depuis cette année, donc en 9th grade, et Tessa qui elle est en middle school, 6th grade, donc en fait j'en ai un dans chaque école. Et je suis, on va dire, maman à plein temps, puisque le visa qu'on a eu pour arriver ici ne me permet pas de travailler, donc du coup j'étais déjà pas mal maman à plein temps avant de partir de Bretagne, mais là je prends mon rôle très à cœur, et je suis une maman une maman ours. Une vraie maman ours, je pense. J'ai pas de mal à les lâcher. Ils sont assez
Mais voilà, c'est comme ça que je me définis. Je suis maman et j'ai pas honte de dire que je suis maman à plein temps, en fait, quoi. Donc voilà. Eh ben, t'as bien raison. Bienvenue Sandrine et merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Je sais que t'appréhendes un petit peu l'enregistrement d'aujourd'hui, donc merci de me faire confiance. Tu as aussi vécu en Angleterre. Ouais, j'ai vécu en Angleterre, en fait. Donc après mon bac, j'ai passé mon bac, magnifique année, j'ai eu mon bac 1998. T'as ton bac, t'as ton permis, on gagne la Coupe du Monde. Ah oui, donc super année. Une année euphorisante, mais vraiment euphorisante. Premier job, entre guillemets, étudiant, quoi, l'été de 98. Et puis, il était prévu, après mon bac littéraire, d'ailleurs, non, il n'était pas prévu, il n'était rien prévu. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme étude après mon bac. Mais genre, une fois que tu as passé le bac, tu savais toujours pas ? Non. Ah ouais, d'accord. Le temps pressait, quoi. Bah ouais, et puis tu vas voir la conseillère d'orientation, et la conseillère d'orientation... Déjà, il y a un truc très con, entre guillemets, c'est que je suis arrivée en seconde, je me suis mis dans la tête, sur mon année de seconde, que je voulais faire une section économique et sociale, parce que ça devait être la mode à l'époque, j'en sais rien, et il s'est avéré que je suis une quiche en maths, et j'avais une aversion pour les maths à m'en donner, mais de l'urticaire, vraiment, quoi. Et j'ai eu que des profs de maths qui m'ont pas aidée vis-à-vis de ça, et donc en fait, quand est arrivée la fin d'année en seconde, on m'a dit, bah non, tu peux pas aller en éco. Le seul endroit où tu peux aller, c'est en littéraire parce que tu es très bonne en français, tu as des grosses facilités en anglais, en espagnol c'est pareil, donc tu ne peux faire que littéraire. Et moi j'ai dit, petit caractère déjà à l'époque, non, j'ai pas envie de faire littéraire, j'ai pas envie de me retrouver avec les bouffeurs de romans, ça me disait rien, quoi. Tu sais, j'avais cette image des littéraires un peu Victor Hugo, poète esseulé qui se... Pas du tout, mais branché par littéraire, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait, puisque c'est ça, je voudrais redoubler ma seconde. Et donc, du coup, j'ai redoublé ma seconde. J'ai demandé mon doublement et j'ai eu mon doublement. Et est arrivée la fin, meilleure année de ma vie, ma deuxième seconde, meilleure année de ma vie au lycée. Et du coup, j'ai fait ma deuxième seconde, les doigts dans le nez, parce que du coup, le programme était là, quoi. Et arrivée en deuxième seconde, j'étais déléguée de classe. Et à la fin du conseil de classe, ils me disent, c'est bon, Sandrine, ce coup-ci, tu peux aller en éco. T'as pris des cours particuliers en maths et tout, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, les gars, mais là, finalement, en fait, je voudrais aller en littéraire, en fait, quoi. Parce que j'avais cet amour pour la langue anglaise. Ça te venait d'où ? Je sais pas d'où ça vient, tu vois. Je sais pas si tu vois, là, je sais pas si tu te rends compte, mais en fait, j'ai des taches de rousseur partout, donc je pense que j'ai peut-être un petit peu de sang british. irlandais ou un truc comme ça, quoi. Donc je sais pas, il y avait certainement quelque chose dans mes tripes, mais cet amour pour la langue anglaise. Pourtant, la langue anglaise au lycée, au collège, je sais pas si tu en as un souvenir, mais c'est pas la chose qui est la mieux enseignée en France, si on peut dire comme ça, quoi. Donc je suis partie en littéraire, et puis du coup, après mon bac, ne sachant pas quoi faire, j'ai dit, j'avais un petit copain à l'époque, sa mère était prof d'anglais, et elle me dit, mais pourquoi tu pars pas une année, tu fais une année de césure, et puis tu pars en tant que fille au pair. Et puis comme ça, tu bosses ton anglais à fond et puis tu verras ce que t'en fais en rentrant. Je fais OK, d'accord, très bonne idée. Donc j'ai laissé mon petit copain, j'en ai parlé à ma mère qui n'était pas très ravie. J'en ai parlé à mon père, pas très ravi non plus, mais qui, vas-y, fais-le, quoi. Donc chance que j'ai eue, c'est que une des institutrices de l'école maternelle de mon village que je connaissais très bien à l'époque avait une amie à elle sur Londres qui bossait chez Air France, bordelaise d'origine, Véro, et qui avait 2 petits garçons et qui cherchait une fille au pair. Donc je me suis retrouvée à Londres au mois de septembre. Ça s'est fait très vite parce que le temps de trouver, etc., le temps de décider de faire ça ça a dû se décider au mois d'août. Et je me suis retrouvée le 6 septembre à prendre l'Eurostar et à arriver à Londres avec cette maman qui a débarqué avec un petit garçon... Oliver qui avait 3 ans et demi et Freddie James qui avait 9 mois. Et donc, en fait, ce qui était génial, c'est que je suis arrivée dans cette famille bilingue à l'époque, en fait, parce que du coup, Véro était française et David, pur British, accent cockney. Et en fait, je m'occupais des garçons 3 jours par semaine, le mardi, mercredi, jeudi. Et en fait, 4 jours par semaine, je pouvais faire ce que je voulais. Parce qu'elle, en fait, elle avait pas besoin, elle ne bossait que sur un mi-temps. Donc, en fait, j'avais pas besoin d'être là tout le temps. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que pendant ces 3 jours, j'étais avec les enfants, les emmenais à l'école, les occuper, etc.
J'ai adoré évoluer avec eux. C'est des super souvenirs, en fait, ça remonte là. Et le vendredi et le lundi, en fait, je prenais le métro et j'allais un petit peu plus à l'extérieur de Londres. Je ne sais pas si tu vois, alors j'ai toujours ce plan de métro de Londres en tête, avec la Central Line. Et j'allais complètement à l'est de Londres, du côté de Cambridge, et je prenais des cours pour passer ce qui n'est rien du tout après, mais en fait, tu t'en fais une montagne au début. Je suis allée passer mon Cambridge Certificate, qui, au final, quand tu y penses, est beaucoup moins qu'un TOEFL ou un TOEIC, mais tu t'en fais toute une montagne. Donc, je suis allée passer ce Cambridge. J'ai rencontré des gens, mais c'était hyper cosmopolite, c'était génial. Bah ouais, du coup, t'as des gens qui viennent du monde entier pour passer ça? D'Ukraine, de Chine, du Vietnam, d'Amérique latine. Donc, on avait une bande de potes, mais c'était exceptionnel. Et chose encore plus exceptionnelle, un week-end que je prenais le métro pour aller me balader dans Londres, du côté de Leicester Square, je me retrouve à descendre du métro et là, je vois une fille de loin, de dos, et je me dis, mais putain, mais je la connais en fait, quoi. Et elle se retourne et on se regarde, et en fait, Biliana, ouais, une copine du lycée à moi, qui était fille au père aussi en Angleterre, génial. à Londres, et on s'est retrouvés comme ça sur un quai de métro. Et du coup, en fait, tous les week-ends, après, on était fourrés ensemble. J'ai travaillé dans un pub, qui s'appelle The White Horse du côté de Covent Garden. J'ai travaillé dans un McDo. Enfin bref, et du coup, en fait, voilà, je faisais ça, quoi. Petit boulot, plus... et j'ai passé une année de malade. Et après, je suis rentrée, un peu anticipée, parce que du coup, j'avais des gros problèmes de cheville à l'époque. Je me faisais des entorses à répétition. Et du coup, je suis rentrée parce qu'il a fallu que je me fasse opérer. Donc, je suis rentrée, je crois, 2 mois plus tôt. Et du coup, j'ai envoyé ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui, et qui cherchait un taf d'opère à Londres. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je m'en vais. Donc, si tu veux, tu prends ma place, quoi. Donc, du coup, c'est elle qui a pris ma place. Moi, je suis rentrée en France. Je me suis fait opérer de ma cheville. Et puis, je sais pas je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais alors, plâtré jusqu'au genou. J'ai ma meilleure amie qui me dit, ou avant de me faire opérer, en fait, elle me dit, tiens, viens. Elle était en fac à Orléans. Elle me dit, tiens, viens, si tu veux. Tu viens passer le week-end avec moi avant de te faire opérer. Et puis tu reviens après. Comme ça te fait un week-end. Et j'ai rencontré sur place celui qui est devenu mon mari. Jean-Charles. Sauf que petit hic, je me faisais opérer une semaine après. Et puis dans ma tête, si tu veux, moi j'avais déjà un petit copain qui m'avait attendu pendant tout le temps où j'étais en Angleterre. Et en fait, je suis repartie à Orléans une fois opérée. J'ai revu Jean-Charles et ça a été une évidence en fait. Donc je suis très très désolée. J'ai brisé le cœur de ce pauvre garçon en fait. Je suis désolée. Parce que j'ai choisi Jean-Charles, en fait, quoi, tout simplement, quoi. C'était une évidence, quoi. 25 ans après, tu te dis que, voilà, c'était l'évidence, quoi. Et ouais, cette année en Angleterre, ça a fait que je suis revenue, j'étais bilingue et je savais toujours pas ce que je voulais faire, en fait, quoi. Vraiment pas, quoi. Je me souviens, j'ai passé des concours pour aller faire un IUT de publicité à Paris-Versailles et j'étais prise à l'IUT de pub. Et du coup, mes parents étaient partis pour me prendre un appart, etc. Et au final, au dernier moment, je les ai regardés. Je dis non, mais laissez tomber. En fait, j'avais rencontré Jean-Charles, donc c'était évident que je voulais être avec lui. Donc du coup, non, mais je vais aller faire une fac LEA ou LLCE à Orléans. Ça va être très bien, quoi. Ça va être très bien, quoi. Donc ouais, gros coup dur pour mes parents parce qu'eux avaient déjà investi dans l'idée de se dire on va trouver un appartement sur Paris ou quoi. Mon père l'a pas très bien pris. Mon père a très mal pris le fait que je plaque mon petit copain du moment. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ça a été... ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, si tu veux. Pendant tout le temps où moi j'étais en Angleterre, lui, il continuait à venir manger chez mes parents. Enfin, eux, ils nous voyaient mariés. C'était... Ouais. les gars, j'avais 18 ans quand on s'est mis ensemble, quoi. Donc, et lui, c'est pareil. Il se voyait marié, il faisait des plans sur la comète. Enfin, bref, c'était un truc de fou. Et le jour où j'ai rompu avec lui, je me souviens encore, je suis allée... Tu sais, t'es pas très bien. Tu viens, même si c'est toi qui est... Je suis montée dans ma chambre, je me suis enfermée dans ma chambre parce que ça allait vraiment pas. Et mon père était en colère, parce que voilà, pour lui c'était, ce mec-là c'était tout. Et j'avais la fenêtre de ma chambre qui était ouverte, et là j'entends dans le jardin mon père au téléphone. Mais de toute façon, tu viens quand tu veux. Ici, c'est ma maison, c'est pas elle qui décide, c'est moi. Et puis tu fais toujours partie de la famille. Et là, en fait, j'ai pris une claque. J'ai dit, putain, mais le gars, en fait, plutôt que me consoler moi, il est au téléphone avec lui, quoi. Ah, la claque de ma vie, quoi.
Et puis, bref, ça s'est passé et je suis partie à Orléans. Tu me disais donc que tu es venu directement de Concarneau, mais toi, à la base, vous avez vécu pas mal d'années dans une région qui me tient à cœur d'ailleurs, pas loin du Mans. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu en fait à quoi ressemblait ta vie avant la traversée de l'Atlantique finalement? En fait, on est arrivé au Mans, je pense que ça devait être aux alentours de... Jade devait avoir 1 an. Ouais, elle allait faire sa première rentrée en école maternelle, donc elle devait avoir 2 ans et demi. Avant ça, avec Jade et puis Jean-Charles, mon mari, on a habité en Haute-Savoie parce que Jean-Charles était frontalier, travaillait en Suisse. Jade est née à Thonon-les-Bains sur les bords du lac Léman. J'ai un peu l'impression que l'eau et les lacs, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est le fil rouge ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça, en fait, quand on est arrivé au Mans, y a la Sarthe. Voilà, c'est tout, quoi. Donc, ouais, et on a passé de la Haute-Savoie, on est parti sur Rouen, où on est resté 1 an. Et après, en fait, Jean-Charles a eu l'opportunité de monter sa société, parce qu'il travaille dans le sport automobile. Et donc, il a eu l'opportunité de monter sa société, du coup, au Mans, capitale. Donc, le Mans, 24 heures du Mans, c'est un peu la Mecque du sport automobile en France. On n'était pas au Mans même, j'ai envie de te dire. On était dans un petit village qui s'appelait Torcé-en-Vallée, plus à l'est du Mans, et où, je sais pas, on devait vivre à 1200 âmes ou quelque chose comme ça, donc vraiment un petit village. Et puis, arrivé là-bas, Jade est donc rentrée à l'école. Et puis, moi, en fait, je me suis vite retrouvée à vouloir retravailler, si tu veux. Sauf que depuis la Haute-Savoie, donc en fait, moi, je travaillais à la base dans un commerce, congé parental. Et en fait, quand tu arrives dans la Sarthe, dans ce petit village, qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai eu l'opportunité au début d'aller travailler dans une boîte en intérim, une boîte qui faisait, je crois, je me souviens plus exactement, on s'occupait de tout ce qui était emballage et je sais pas si tu te souviens, les collections Atlas, toutes ces choses-là. Ouais. En fait, on s'occupait de faire les plaquettes avec Oscar, le corps humain, enfin, on s'occupait de tout ça. Et expérience qui s'est pas trop bien terminée. Du coup, je suis partie. Par contre, derrière, faut retrouver du boulot si tu veux, quoi. Et donc, en fait, j'ai eu l'opportunité. Jade est rentrée à l'école. Elle avait une garderie à l'école qui la prenait à partir de 7h du matin. Et il y avait un petit bar tabac dans mon village avec un monsieur, Patrick, j'en ai un souvenir exceptionnel, qui malheureusement était atteint d'un cancer et qui avait besoin de quelqu'un pour lui filer la main au tabac-presse. Et en fait, j'ai travaillé là-bas. Je faisais le matin, donc je faisais l'ouverture du tabac-presse. Donc, je m'occupais de tout ce qui était mise en place de la presse, réception du tabac, la Française des Jeux. Et à compter de 7h du matin, j'avais tous mes petits papis du village qui arrivaient. Ça doit être sympa, ça. C'est un côté qui manque quand on vit à l'étranger, cette vie de village. C'est ça. Et ça, en fait, c'était... Mais ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a vraiment pas de prix parce que oui, on vient à te raconter des... Et puis, c'était tous ces petits papis qui avaient vécu. C'était génial de les voir tous les matins arriver. Bon, alors, je te dis pas que des fois, tu les voyais arriver à 7h. Bon, allez, un petit cassé mêlé, un petit bourgogne, un petit... non, mais Roger, il est 7h10 quand même. Là, tu veux pas attaquer par un petit crème ou un petit... Non. Ah non, tu me mets un petit calva avec ça, là, parce que sinon, ça va pas passer. Donc ça, c'était vraiment super sympa. Donc, j'ai adoré. Et puis, Patrick a été en rémission. Donc, il y a eu un moment où il avait plus besoin de moi. Et puis, moi, j'avais fait le tour aussi un petit peu, si tu veux, quoi. Donc, sur la mairie de mon village, ils cherchaient des techniciens. Donc, j'ai dit, allez, hop, je prends pour rien à faire. Et en fait, j'étais, je sais même plus comment ça s'appelle, parce que c'est un boulot de fonction publique. Ça doit être agent technique territorial ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à aller faire la cantine en aide de cantine. À l'école de ta fille, du coup à l'école de ma fille. Donc, c'était génial. Je voyais ma fille tous les midis. Et puis, alors, chose moins glorifiante, je faisais le ménage à la mairie, le ménage dans les toilettes publiques. Mais bon, il fallait bien le faire. Et en fait, pendant plusieurs années, comme ça, j'ai pris tous les petits boulots que je pouvais juste pour pouvoir, si tu veux, avoir un rythme qui fasse que je sois là pour Jade. C'est-à-dire, si elle va à la garderie le matin, je suis là pour la récupérer l'après-midi à l'école. Par contre, si elle va à la garderie le soir, je suis là le matin pour l'emmener à l'école et je la prends, il n'y a pas de cantine. Donc, en fait, j'ai toujours tout fait en fonction des enfants parce que voilà, quoi. En fait, c'était un choix de se dire,
on fait des enfants. Jean-Charles a une carrière, il est très carriériste, ça c'est clair, comme ses parents, et je peux le comprendre parce qu'il a un métier passion vraiment. Donc, et moi, en fait, je m'y retrouvais, si tu veux, d'être avec ma fille et de pouvoir avoir ces petits boulots à côté. Et j'ai jamais eu honte de faire des métiers techniques ou des métiers où il fallait aller mettre les mains dedans, comme on disait. Donc, j'avais vraiment ambition mon ambition du moment, c'était de me dire le bien-être de ma fille. Et après, on verra. Je ferai carrière plus tard. C'est bon, j'ai le temps, quoi. Et puis, on a fait ça pendant, je sais pas, Timothée est arrivé en 2010, donc on était toujours au Mans. Et puis après, Tessa est arrivée en 2012. Et du coup, en fait, au bout de 7 ans dans la Sarthe, moi, je me suis, en fait, mis à part le fait, si tu veux, de se retrouver avec ces petits boulots, ce boulot au café du village où tu rencontres du monde ou quoi, je me suis vite retrouvée à avoir ce sentiment de me dire, j'ai fait le tour, je m'ennuie. Et puis, il y a eu un moment où ma vie de maman, en fait, clairement, ne me suffisait plus, quoi. J'avais besoin de voir autre chose. Et ce village de 1200 âmes, si tu veux, ça me donnait pas la possibilité ou l'opportunité, entre guillemets, de pouvoir faire autre chose. Donc, j'ai fait, ce qu'on va dire, pas un burn-out, mais j'ai fait une petite dépression, on va dire, après Tessa. Et puis, en fait, Jean-Charles a eu cette possibilité de se dire, moi, je suis chef d'entreprise, la boîte, elle tourne même très bien. Je peux travailler à distance et je peux faire les allers-retours. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on a décidé. Moi, j'avais besoin de la mer, absolument. Et donc, on est parti en week-end en bord de mer à Douarnenez, avec Tessa quand elle était toute petite. Et Jean-Charles a beaucoup aimé. Et du coup, on a voulu se retrouver en Bretagne. C'était pas très loin de la Sarthe, en plus, pour lui, pour faire les allers-retours. Et c'est comme ça qu'au final, on est arrivé à Concarneau. Notre choix s'est porté sur Concarneau, parce que moi, je connaissais j'avais visité toute petite, et j'en avais un souvenir, mais je sais pas pourquoi, en fait, j'avais mis cette ville je sais pas pourquoi. Ça m'avait ébloui quand j'étais petite, la ville close, Ouais, en même temps, c'est une ville magnifique, une ville fortifiée. Enfin, peut-être que tu peux décrire pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller y faire un tour. On est en Bretagne, dans le Finistère. Ouais. On est dans le Finistère, en Bretagne. On est entre le pays Bigoudin avec Pont-l'Abbé, qui est un peu plus au nord sur la côte, et on est un peu plus au nord de Lorient, qui est une quarantaine de kilomètres de là. Et Concarneau, en fait, c'est une ville qui évolue tout autour de sa ville close, quoi. En fait, Concarneau, alors il y a beaucoup de gens, c'est assez marrant parce qu'en ayant vécu à Concarneau, on a eu beaucoup de touristes. Moi, j'ai travaillé dans le commerce à Concarneau et les gens arrivaient et me disaient mais il est où le mont? Mais quel mont? La ville fortifiée, le mont Saint-Michel. Ah oui, mais d'accord. Non, mais alors là, vous faites une bourne, en fait. Parce qu'en fait, oui, d'accord, le mont Saint-Michel, Vauban, je vois bien, sauf que le Vauban, ici, c'est la ville close qui l'a construit. C'est pas du tout le mont Saint-Michel. Et donc, c'est une ville qui vit autour de sa ville close, de ses commerces, de sa ville fortifiée, posée sur le port, posée sur la mer, en fait, quoi. Et l'été, tu peux aller dans ce qu'on appelle les Seychelles de Bretagne, aller faire tes petites croisières aux îles des Glénans. C'est magnifique, l'eau est glaciale, mais c'est magnifique, avec des criques turquoises. Et donc, et en fait, on a vécu là-bas sur Concarneau. On a trouvé, en fait, on est arrivé, et en fait, moi, ce qui m'a tout de suite pas choquée, justement, c'est pas un choc, mais en fait, ce qui m'a beaucoup fait de bien, c'est que quand on est arrivé dans la Sarthe, les gens étaient froids, tu sais, c'était la campagne, très renfermés sur eux-mêmes, pas la peur de l'étranger, mais voilà, Et en fait, là, on est arrivé en Bretagne, ville ouverte complètement sur l'océan, ouverte sur la mer, et on s'est retrouvés appréciés par tout le monde, accueillis par tout le monde. Les gens étaient d'une chaleur exceptionnelle, c'était... Donc vraiment adopté, en fait. Vous n'êtes pas d'ici, mais c'est pas grave, on va faire que vous veniez d'ici. Et en fait, voilà, quoi. Mes enfants qui sont pourtant nés au Mans se considèrent comme bretons, et eux, c'est des bretons 100% pur beurre demi-sel. Il n'y a pas d'autre question, quoi. Et on a vécu à Concarneau pendant 4 ans, 5 ans. Et puis après, le Covid est arrivé et a tout foutu en l'air. Le Covid, en gros,
a rebattu beaucoup les cartes professionnellement pour ton mari qui bossait dans le sport automobile. En gros, il n'y avait plus d'événements, donc il n'y avait plus vraiment d'activité. Et là, en fait, tout s'est précipité par rapport à un départ futur vers les États-Unis. Mais avant que tu m'expliques tout ça, les États-Unis, c'était quoi en fait pour vous à ce moment-là ? Est-ce que c'était un lointain projet ? Est-ce que ça faisait même pas partie du champ des possibles ? Vous en aviez déjà parlé ? C'était comment ? Ouais, en fait, on en avait déjà parlé parce que Jean-Charles a cette attache avec. Il avait déjà voyagé aux États-Unis sans moi, à cause justement, enfin pas à cause justement, mais grâce à son travail justement. Et en fait, il était et il est toujours du coup lié à une société qui est ici basée en Caroline du Nord, pour laquelle, quand il a monté son activité, pour laquelle il s'est mis à faire de l'achat-revente de pièces, en fait. Donc, en fait, il est devenu distributeur officiel de cette marque en Europe. Et en fait, il était prévu, en fait, il lui faisait un peu du rentre-dedans, si tu veux. Ça faisait plusieurs années déjà qu'il lui disait, mais tu sais, ça serait bien que tu viennes vivre ici, ça serait bien que tu viennes bosser avec nous direct ici. Et nous, en fait, on s'était dit, ouais, d'accord, ok, les États-Unis, c'est une chose. Oui, c'est sûr. Jean-Charles n'a jamais été quelqu'un qui est... Le rêve américain, c'est vraiment dans ses tripes, si tu veux. Tout ce que les États-Unis peuvent aujourd'hui lui apporter et pouvaient lui apporter à ce moment-là, c'est toujours quelque chose qui lui a fait de l'œil aussi. Il s'est toujours plus vu évoluer dans une carrière ici qu'en Europe. C'était quelque chose, oui, qu'on envisageait. Mais notre plus grande Jade arrivant au lycée, en fait, phase critique, tu vas passer ton bac, etc. On s'était dit, on partira, si on doit partir aux États-Unis, on va attendre qu'elle passe son bac, on envisagera à ce moment-là. Donc c'est quelque chose dont on a toujours parlé, dont on s'est jamais caché, on l'a toujours évoqué avec nos familles, à se dire, ouais, mais un jour, on aimerait bien... Et puis, en fait, ouais, le Covid est arrivé et tout le business, avant que tout son business s'effondre, il a préféré tout transformer, tout fermer, passer la main à son bras droit pour que son bras droit devienne gérant, si tu veux, toujours en chapeautant d'ici, mais en fait, c'est plus lui sur le papier, quoi. Donc, il a préféré tout arrêter, cessation d'activité, etc. Il a quand même fallu licencier 10 personnes, ça a été super hard. Et les États-Unis lui ont dit, viens, nous on reprend tes machines, on te reprend toi, et viens travailler avec nous. Et du coup, en fait, ça s'est fait à partir du moment où clairement il a commencé à me parler de la chose et le moment où on est arrivé ici, il s'est passé, je dirais, 7 mois. Et tu me parles du rêve américain de ton mari, mais toi, ta relation avec les États-Unis, comment est-ce que tu te projetais par rapport à tout ça ? Moi, ma relation avec les États-Unis, si tu veux, c'était quelque chose de complètement différent de la sienne. Moi, j'aime profondément la France, et en fait, je suis tellement attachée à mes amis, à ma famille, qu'être loin d'eux, en fait... Déjà, tu vois, si on doit revenir au projet de partir, moi, j'avais toujours dit, je ne partirai pas tant que mes grands-parents seront encore vivants. Parce que j'avais une telle relation avec mes grands-parents, c'était impensable de les laisser tout seuls. Et quand ma grand-mère a été la dernière à fermer les yeux, on a commencé à s'autoriser. Mais en fait, dans ma tête, c'était encore, mais je laisse mon frère. Je laisse ma sœur. Tu es très proche de ton frère, de tes frères et sœurs ? Alors, ma sœur, en fait, on a cet écart d'âge qui fait que la relation est un peu moins fusionnelle. Mais j'adore ma sœur, j'aime beaucoup ma sœur, mais c'est vrai qu'on est, de par l'âge, si tu veux, on n'a pas été élevés ensemble. Ma sœur avait 9 ans, moi j'avais 18 ans. Moi, je suis partie de la maison, j'ai l'impression d'avoir loupé toute son adolescence, tout ça, en fait, avec ma sœur. Donc, c'est vrai que la relation n'est pas la même. Avec mon frère, en fait, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on était comme chien et chat étant gamin. Je crois qu'on n'a pas dû s'adresser un mot sans se taper dessus ou quand on était adolescent. C'est un truc de fou. On a vécu un événement très traumatisant pour lui et moi quand moi j'ai eu 18 ans. Ça, c'était quand j'ai rencontré Jean-Charles. On avait nos voisins avec qui on avait été élevés, en fait, qui avaient exactement le même âge que nous, qui avaient... elle avait mon âge et son frère, Juju, avait l'âge de mon frère.
Et en fait, l'été où moi je suis partie travailler en bord de mer, l'été de mes 19 ans, je venais d'être avec Jean-Charles, Juju est décédée dans un accident à l'âge de 16 ans. Et en fait, pour mon frère et pour moi, et pour sa sœur, à Juju, ça a tout changé en fait. Et du coup, avec mon frère, ça nous a... C'est un truc con à dire. Ouais, en fait, alors lui, à ce moment-là, lui est parti parce qu'il avait 16 ans. Lui, après, est parti quand il a eu 18 ans. Il est parti sur Nice avec sa petite amie. On ne s'est pas vus pendant très longtemps parce que moi, j'avais ma vie. Et en fait, quand Jade est née, ça a été une évidence. En fait, il s'est rapproché de nous quand sa nièce est née. Et moi, j'ai une relation avec mon frère qui est assez fusionnelle. En fait, c'est vraiment mon petit frère. C'est vraiment... Et là, en fait, il est venu qu'une fois depuis qu'on est aux États-Unis. C'est un crève-cœur, en fait. C'est vraiment... c'est dur, quoi. Et ma sœur aussi, quoi. Ma sœur est venue qu'une fois. Et ouais, en fait, moi, partir aux États-Unis... Alors, l'arrivée ici a été un peu... comme pour tous, je pense, tu vois, on est arrivés... c'est les vacances au début, quoi. Tu vois, c'est... tu découvres... Puis t'as l'euphorie du début aussi. De T'as tellement de choses à faire. Et puis t'as l'adrénaline, parce que c'est vrai qu'on a organisé ce déménagement tellement rapidement que... On était encore dans le feu de l'action, de se dire, allez, Jean-Charles est parti au travail très rapidement, donc il a fallu que j'organise tout, tout ce qui était administratif, tout ce qui était mettre les enfants à l'école. On en parle souvent que l'arrivée de la famille, l'installation de la famille, c'est un boulot à temps plein au début, que pas mal de gens sous-estiment, quoi. C'est un truc. J'ai l'impression que ça s'arrête pas, en fait, quoi. J'ai l'impression que depuis 4 ans, c'est lui travaille, ramène, lui nourrit la maison, et moi je fais tourner la maison, en fait, quoi. Et c'est un vrai travail d'équipe, en fait. C'est un vrai travail d'équipe, et j'ai cette chance aujourd'hui de faire que, d'accord, si je pouvais travailler, ça ramènerait un petit peu de bonus, si tu veux, quoi. Mais j'ai cette chance que financièrement, j'ai pas nécessairement besoin de travailler, et je suis là pour les enfants, et je suis là pour lui, et je suis là pour la maison. Peut-être que moi, je m'oublie un peu dans l'histoire aussi de temps en temps. Ce que j'allais dire, faut être là pour toi aussi. Mais j'apprends à être là pour moi de plus en plus. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis c'est vrai que ça commence à se calmer, on commence à être plus installé. Donc, mais ouais, voilà, moi, le rapport aux États-Unis, si tu veux, Jean-Charles, lui, dans sa tête, c'est là, on espère que la green card va arriver. On est en plein process green card. Lui, c'est clair et net que à la fin de la green card, ça va être, il va demander sa citoyenneté. Moi, je pense la demander aussi. Par contre, là où Jean-Charles est persuadé de finir sa vie ici, moi, je sais pas. Alors, on est jeune, hein, tu vois, on est dans la quarantaine. J'aime bien dire on est jeune, en fait. On est jeune. On est dans la quarantaine. On a encore plein de choses à voir, plein de choses à faire. Du coup, moi, j'arrive pas à me dire, non, quoi, ma vie, elle est pas finie, et ma vie, elle va peut-être... Même si je demande la citoyenneté américaine, même si la Caroline du Nord, j'adore la Caroline du Nord, j'adore les gens ici qui sont d'une gentillesse incroyable. J'adore les États-Unis parce que je trouve que les Américains sont des gens profondément optimistes, sont des gens qui ont toujours le sourire, et puis qui... ça va pas, mais t'inquiète, ça ira mieux demain, quoi. Le soleil va se lever et il n'y a jamais de problème, en fait. Tout est... Et en fait, ce que j'aime ici, c'est que j'ai cultivé une patience et une résilience, mais à toute épreuve, c'est un truc de fou. Donc ouais, j'aime vraiment ce côté-là de la vie aux États-Unis, leur ouverture d'esprit. Mais tout ça, tu le savais pas avant de partir? Non. Parce que là, on en était avant que vous traversiez l'Atlantique. Non, je savais pas avant de partir, parce qu'en fait, moi, dans ma tête, de mon petit point de vue français, les États-Unis, pour moi, c'était ce que j'en voyais au journal télévisé. Comme pour beaucoup de gens par rapport à plein de pays, d'ailleurs, voilà, pas que les États-Unis. C'est ça. Avant d'y vivre, on a forcément quelques clichés, quelques idées préconçues parce qu'on ne connaît pas le terrain. Non, et puis tu vois, en fait, alors j'ai toujours eu cette idée, putain, les États-Unis, c'est dangereux. Tuerie de masse, port d'armes, je serai pas en sécurité, c'est surfait. Voilà, j'ai toujours eu cette vision, en fait. Du coup, tu avais ça dans un coin de ta tête avant de partir? Ouais, donc vraiment. C'est pas évident quand même de bouger avec cette peur-là, parce que c'est des gros trucs quand même. Je me suis vraiment dit, est-ce que mes enfants vont être en sécurité, quoi? Moi, je m'en fous, mais est-ce que... C'était déjà compliqué, en fait, de déraciner tes enfants. Jade avait un petit copain, c'était son premier amour. Il a fallu lui faire comprendre que, voilà, on partait pour de bon. Timothée avait une super bande de potes à son école, très très proche, etc. Et je crois que c'est lui qui en a le plus souffert. Tessa était plus petite, elle avait des très bonnes copines à l'école, mais elle était que en CP, CE1.
Et je crois que pour elle, ça n'a pas été. Enfin, elle n'a pas vécu le changement. Ouais, pas du tout, quoi. Alors que Timothée, il a fallu que je le montre à une psy en arrivant. Enfin, ça a été, tu vois, enfin, quand ça fait 6-7 mois que tu es là et que ton gamin va pas bien et qu'un jour tu le retrouves, il est transi dans la baignoire en pleurs et tu lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il te regarde, il dit, je ne sais pas ce qu'il y a, je me sens vide, il n'y a rien. Alors attends, on a un problème parce que là, quand même, t'as 12 ans, quoi. Tu peux pas me dire à 12 ans que tu te sens vide, quoi. Donc là, vite fait, bien fait, tu trouves une thérapeute, quoi, qui parle français, parce que lui, il parlait que 3 mots d'anglais en arrivant, et tu te dis, non, mais il va jamais réussir à parler. Donc tu trouves une thérapeute française en Zoom, et puis tu la laisses faire son œuvre, en fait, et puis toi, t'essayes. Et en fait, tu réalises, parce que tu réalises à ce moment-là, parce que moi, je le savais déjà, mais je réalise pleinement parce que la psy me le dit, votre fils est un enfant à haut potentiel émotionnel, tout comme vous. Alors déjà, ça va faire des étincelles, parce que si lui, il est au potentiel émotionnel, moi, je le suis aussi, ça va être compliqué, en fait, de gérer tout ça. Et donc, en fait, ça va mieux, mais il y a encore des... Donc moi, en fait, tu vois, toutes ces appréhensions que j'avais pour mes enfants, je ne vais pas dire que tout s'est pas réalisé. Le plus atroce, voilà, je touche du bois, le plus atroce de mes pensées, mes cauchemars, enfin voilà, je touche du bois pour que ça n'arrive jamais, mais j'étais pas sereine, quoi. J'étais vraiment pas sereine. Et Jean-Charles, lui, était plutôt dans le move de se dire, ça va être génial. Ça. Alors oui, ça a été génial. Oui, c'est toujours top. Mais comme je te disais, j'avais ces appréhensions et je sais pas si je finirais ma vie ici. Et puis on est arrivé ici plein Covid. Ça repartait à peine, c'était en 2021, donc les écoles commençaient tout juste à rouvrir. Tu vois, les gamins commençaient à retourner à l'école. Ouais, tu arrives dans un contexte particulier. C'était particulier. Et puis, faut pas oublier qui était président à ce moment-là, avec tous les questionnements, toutes les... Donc ça a été mouvementé, c'était pas nécessairement, c'était pas nécessairement le choix de vie que j'aurais fait à ce moment-là. Mais c'était celui qui avait du sens parce que c'était celui qui avait du sens. Tout fermait parce qu'il faut bien bouffer, quoi. Et puis qu'au bout d'un moment, moi, c'était pas mon petit métier à l'époque. À l'époque, je travaillais dans un petit commerce, si tu veux. Les commerces en France, c'était la même chose, tout s'est retrouvé fermé, si tu veux, quoi. Donc, fallait bien bouffer, quoi, tout simplement. Vous avez donc cette décision, tu dis, du moment où vous avez l'offre au moment où vous partez, il se passe 7 mois, c'est hyper rapide pour un changement de vie du tout au tout. Comment se passe l'annonce, du coup, auprès de tes proches ? En fait, ça fait chier tout le monde parce que tu mets un océan entre toi et eux, en fait, que ce soit famille ou amis. Mes beaux-parents n'ont que Jean-Charles. Il est fils unique. Donc forcément, leurs petits-enfants, c'est fou. C'est leur joyau, quoi. Et puis, ils se rendent compte que d'un rythme où on vient vous voir à chaque vacances scolaires, où on se voit tous les 2 mois et demi, et puis on a les enfants pendant 3 semaines en vacances l'été, et puis ils se rendent compte que on va plus avoir tout ça, quoi. Et puis vous allez plus être là. Donc t'essayes de rassurer tout le monde. Enfin, ma mère, c'est pareil, tu vois. T'essayes de rassurer tout le monde en se disant, ouais, c'est bon, il y a Zoom, il y a machin, on va y arriver. Même si moi, je suis franchement pas moi, j'ai pas eu cette expérience des apéros Zoom, si tu veux, du Covid ou quoi. C'était pas du tout notre truc, quoi. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à me projeter dans l'idée de me dire, en fait, on va vivre ça en visio, quoi. C'est pas du tout pareil. Moi, je suis tellement famille, j'ai besoin de toucher les gens, j'ai besoin d'être près d'eux. Et du coup, en fait, l'annonce, elle a été super dure. Mais ils ont compris. Après, mon frère a compris aussi, ma sœur aussi. Après, je te dis pas que tout le monde a pas... En fait, ça peut être dur, mais ils ont compris, quoi. Ils ont compris, vraiment, ils ont compris. Le seul qui n'a pas compris et qui ne comprend toujours pas, c'est mon papa, en fait. Tu veux me raconter cet appel, justement, cette conversation téléphonique ? Donc, en fait, mon père est quelqu'un de très casanier. Il bouge pas beaucoup de chez lui. Et en fait, les seuls moments où il bouge de chez lui,
C'est depuis qu'on avait acheté cette grande maison, enfin, depuis qu'on s'est installé en Bretagne, en fait. Il habite dans quel coin, lui? Ils sont alors je vais dire ils sont dans la Nièvre, mais en fait, ils sont limitrophes de la Nièvre et du Loiret. Donc pas super loin non plus. Ah non, pas du tout, quoi. Enfin, et puis c'est vrai que quand tu vis aux États-Unis, tu apprends à relativiser les distances, C'est en ça. fait. Quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, en fait, mais mon père a toujours été quelqu'un de très casanier. Et du coup, voilà, il ne venait que pour Noël. On faisait Noël à la maison depuis qu'on était en Bretagne, avec mon frère, avec ma sœur, ma tante. Et on faisait Noël à la maison, surtout depuis que ma grand-mère était décédée, quoi. Ma grand-mère est décédée la première année où on est arrivé en Bretagne. Et du coup, c'est vrai que ça a concentré. En fait, j'étais un peu l'aimant, en fait, de la famille en disant... c'était moi qui disais, bon, allez, on fait ça là. Et puis, ça me permettait d'avoir et les parents de Jean-Charles et les miens sous le même toit. Et donc, du coup, voilà, mon père ne venait que pour ces Noëls-là. Et en fait, quand la décision a été prise de partir aux États-Unis, ça s'est décidé concrètement début novembre, où on a eu toutes les infos pour le visa, tout ce qu'il fallait faire, et surtout où on a eu l'aval de la boîte aux US pour Jean-Charles, et l'aval aussi de tous les avocats et de tout le côté administratif de la France pour la décision de partir. Et donc, du coup, en fait, moi, je me voyais pas annoncer ça à mon père à Noël, quoi, à la maison. Et quand je l'ai annoncé à ma mère et mon père, ayant une relation très conflictuelle depuis des années, ils vivent toujours ensemble. Mais j'ai plus envie de dire qu'ils vivent ensemble comme des colocs, chacun de leur côté, que comme un couple marié-femme, quoi, clairement, quoi. Et donc, du coup, la communication étant, si tu veux... on va dire un peu rompu entre les deux, ma mère m'a dit, enfin je sais plus si elle m'a dit mais il me semble en gros que c'était tu vas le dire tu l'annonceras à ton père, quoi. Ok, d'accord. Mais moi je me voyais pas lui annoncer à Noël, si tu veux, sachant que Jean-Charles avait déjà dit à ses parents. Donc en fait je me suis dit, il faut que je l'appelle, il faut que je le prévienne avant. Ouais, pour pas le mettre devant le fait accompli, devant tout le monde, quoi. Voilà, quoi. Il fallait que je le prépare, en fait, quoi. Et je redoutais cet appel parce que on avait une relation tellement... c'est pas, si, j'ai envie de dire conflictuelle, ou je sais pas quoi, avec mon père. Mon père, je l'aime profondément, mais le dialogue a toujours été compliqué avec lui, surtout depuis, en grandissant, en fait, quand tu deviens ado, que tu fais tes propres choix, que j'ai l'impression qu'en fait, je me suis un peu éloignée de la trajectoire de vie qu'il imaginait pour moi, et est-ce que c'est de la déception ou quoi, j'en sais rien. Mais bref, du coup, il n'en reste que quand j'ai décidé de l'appeler, ce 21 novembre, je lui ai dit, écoute, on en avait un peu discuté à Noël l'année dernière, tu sais, en plaisantant qu'un jour on partirait vivre aux États-Unis. Et là, il y a eu un blanc, et je lui dis, écoute, là, avec le Covid, tu sais, la boîte de Jean-Charles, ça va pas très bien. Il faut qu'ils refondent tout, qu'ils vendent, on a dû licencier. Et en fait, là, il m'a coupé la parole. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Je lui dis, écoute, papa, en fait, on part vivre aux États-Unis. Et là, en fait, sa réponse a été, mais vous n'allez pas partir chez ces cinglés, avec l'autre cinglé, vous n'allez pas partir là-bas. Et je lui dis, mais non, mais papa, il faut qu'on mange, on a une famille, 3 ans. Et puisque c'est comme ça sera sans moi. Et il m'a raccroché au nez. Et depuis ce 21 novembre 2020, je n'ai pas parlé à mon père. Je n'ai pas parlé à mon père. J'ai essayé derrière de le rappeler, il n'a jamais répondu. Je lui ai envoyé un message que j'ai toujours en lui disant, truc con, tu vois, là, en faisant abstraction du truc, est-ce que tu mangeras des huîtres pour Noël? Message auquel il n'a pas répondu. Ça me ferait plaisir que tu sois là à Noël. Il n'a pas répondu. Il n'est pas venu à Noël. Je ne l'ai jamais revu. Il m'a... quand il a vu que j'insistais au téléphone, bon, il n'a pas fait grand-chose. Mais après, du coup, il a vu que j'ai envoyé des messages sur Messenger, sur WhatsApp. Du coup, il m'a supprimé de ses contacts. Comment t'expliques sa réaction? Je ne sais pas. Je me pose encore la question. Je me dis que... franchement, j'en sais rien. Tu vois, comme je te disais, on a toujours eu cette relation... pas conflictuelle, mais... en fait, mon père, depuis que je suis toute petite, ma mère m'a toujours dit, ton père n'aime que les bébés. Les enfants, ça l'intéresse jusqu'à 3 ans. Et après, une fois que ça s'est marché, que ça s'est parlé, que ça s'est exprimé ou quoi, ça n'intéresse plus. Et quand j'y repense... C'est quoi, ça devient trop compliqué? Ouais, je sais pas. Il y a des moments où je me demande... mon père, c'est l'aîné d'une fratrie de 4. Il est né dans les années 50. Aîné d'une fratrie de 4, 3 garçons, une fille.
Mes grands-parents qui, moi, m'ont élevée parce que quand je suis née, en fait, ma mère voulait pas me mettre en nourrice et du coup, ma grand-mère a décidé de s'occuper de moi avec mon grand-père. Et en fait, je suis partie en nourrice, je crois que je devais avoir 3 ans ou quelque chose comme ça. Au moment où tu rentres à l'école, tu sais, tu as besoin d'une nourrice pour avant, après l'école. Mais jusqu'à mes 3 ans, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Et moi, j'ai des souvenirs avec mes grands-parents, mais d'une affection. Mais j'avais un lien avec mes C'est les grands-parents parents de ta maman, du coup. de mon papa. C'est là où, justement, c'est très bizarre. C'est que moi, les parents de mon père m'ont donné un amour. Alors, ils m'ont jamais... J'ai pas souvenir que ma grand-mère ou mon grand-père me disent « je t'aime ». Par contre, dans tout ce qu'ils faisaient, tu sentais l'amour de ses grands-parents. Et je pense qu'en fait, le mot « je t'aime » à l'époque devait être quelque chose de tabou. Je sais pas, il y avait certainement un truc très générationnel. Générationnel. Une pudeur, voilà, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. Une pudeur à évoquer tes sentiments. Et du coup, en fait, la question que je me pose, c'est déjà, est-ce que mon père, quand il était gosse, n'a pas eu... Je ne vais pas dire qu'il a manqué d'amour, parce que je doute qu'il ait pu manquer d'amour. Par contre, l'amour, je pense que l'amour que tu portais à un enfant à cette époque-là et l'amour que tu peux montrer à un enfant aujourd'hui, j'en suis convaincue clairement, n'est pas le même. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait, oui, voilà, cette pudeur ou quoi. On ne l'exprime pas du tout de la même manière. Pas du tout. Et en fait, est-ce que mon père a eu... Parce qu'en fait, je me dis, voilà, quoi, moi, on m'a déclaré haut potentiel émotionnel, comme mon fils. Je me dis, putain, mais en fait, c'est quelque chose... Est-ce que c'est dans les gènes ? Est-ce que c'est un truc ? Est-ce que mon père aussi est comme ça ? Est-ce que lui, en fait, ne s'est pas senti rejeté par ses parents ? Est-ce que lui, en fait, n'a pas fait ses choix de vie en fonction de l'approbation de ses parents ? Je ne sais pas si c'est pas ça qui s'est passé pour lui. Et du coup, moi, si tu veux, quand j'ai grandi, quand je suis devenue ado, j'ai commencé... quand t'es gosse, tu sais, tes parents, ils ont des idées politiques, voilà. Et puis toi, t'es gosse, t'écoutes et forcément, tu suis un petit peu les idées politiques de tes parents parce que tu t'es pas ouvert au monde extérieur. Et moi, je grandis et je m'ouvre à tout et je m'informe. Et je commence à changer, tu vois, je suis pas nécessairement d'accord avec mon père. Donc, les éclats de voix à table le soir au dîner, et puis en fait, voilà, il y avait des trucs comme ça tous les soirs quand on dînait, quand on était gamin. On était visuellement, en fait, voilà, on était assis dans cette cuisine et mon père regardait la télé qui était dans la salle à manger par la porte, tu vois. Et tous les soirs, à 20h, fallait regarder les infos. On mangeait à 20h et tous les soirs, il y avait les infos. Et tous les soirs, pendant qu'on dînait, en fait, on n'a jamais eu ce dîner où tu peux partager ta journée. Non, à chaque fois qu'on parlait, qu'on essayait de parler, c'était chut, chut, chut. J'écoute, j'entends rien. Et il écoutait les infos. Et moi, est arrivé à un âge, si tu veux, où tu m'empêches de parler, mais moi, je veux parler à mon frère, je veux parler à ma mère, je veux parler à ma sœur de ma journée ou quoi, tu m'empêches de parler, non, ça va pas le faire. Donc, si tu veux, moi, je m'oppose, quoi. Et puis, en plus de ça, tu m'empêches de parler parce que ce qu'ils se disent à la télé, t'es pas d'accord avec, etc. Mais si t'es pas d'accord, tu vois, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis non plus, quoi. Et en fait, je pense que voilà, j'ai commencé à diverger clairement des choix qu'il avait envie que je fasse, des choix qui étaient les siens. Ça a été le truc quand, tu vois, je te disais avec mon premier petit copain, quand ça s'est terminé et que j'ai rencontré Jean-Charles, ça a été le truc. Mais quel père prend la défense du petit copain et va pas cajoler sa fille, enfin. Et pourtant, on n'a jamais manqué de rien ou quoi avec mon père, mais on a toujours manqué du mot « je t'aime ». Il a toujours été là pour... il a toujours pallié à tout. On avait le plus bel ordinateur, la télé dans la chambre. Quand j'ai eu 18 ans, il m'a acheté la voiture. Voilà, j'ai vu. C'était l'époque où sortaient les Toyota Yaris. J'ai vu la pub de la Toyota Yaris à la télé. J'ai dit, oh, elle est trop belle cette voiture. Un mois après, j'avais une Toyota Yaris garée devant la maison. Mon père m'a acheté une voiture neuve, quoi. Tu vois, donc je peux vraiment pas dire que j'ai manqué. Je n'ai jamais manqué de rien. Par contre, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu te souviens du jour où ton père t'a dit je t'aime ? Mais il me l'a jamais dit. Jamais. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que ton père t'a embrassé ? Non, parce que c'est moi qui l'embrassais à chaque fois. C'est moi qui allais pour avoir... Est-ce que tu te souviens du dernier câlin que t'a fait ton père ? Non. En fait, je m'en souviens pas et je sais même pas, enfin, tu vois, si c'est quelque chose qui est arrivé après ma petite enfance. Et donc, en fait, je me demande si, dans les choix que j'ai faits, du coup, comme je faisais pas ce que lui, il aurait envisagé que je fasse, comme c'était pas des choix de vie qui allaient dans le sens de ses valeurs, dans le sens de ce que lui aurait fait, du coup, je l'ai déçu.
est-ce que ça lui a pas fait revivre en fait? Est-ce qu'il a pas, je sais pas en fait. Est-ce que j'étais pas un enfant pansement, tu vois, qui était là pour combler les attentes que qu'il a pas eu, enfin qu'il a pas pu réaliser auprès de ses parents et du coup il a mis les mêmes en moi et moi je l'ai déçu et du coup j'ai fait la même chose que lui. Mais il avait la même relation avec ton frère et ta sœur? Ouais, clairement, il avait la même relation. Ils ont jamais manqué de rien, mais mon frère est parti, comme je te disais avant, mon frère est parti très tôt, après son bac, il est parti vivre sur Nice. Mon père n'aime pas la Côte d'Azur, donc dans sa tête, c'était j'irai jamais. Et il est jamais, pendant les 9 ans où mon frère a vécu en Côte d'Azur, il est jamais allé le voir. Et là, mon frère maintenant vit en Bretagne, parce qu'il s'est rapproché de nous après. Et en fait, mon père, nous, on n'est plus en Bretagne, mais du coup, mon père ne va pas voir mon frère en Bretagne non plus. Tu vois, il a dû voir mes nièces, les filles de mon frère, il a dû les voir 2 fois dans sa vie. Et avec ma sœur, en fait, comme elle a grandi sans nous déjà, parce que moi je suis partie, après mon frère est parti, donc elle a été élevée plus comme une enfant unique. Arrivée à un certain âge, c'est pareil, elle n'a jamais manqué de rien. Mais je suis pas sûre que mon père lui ait dit je t'aime non plus, quoi. Et puis aujourd'hui, ma sœur, j'ai l'impression qu'elle a une relation avec mon père. Mon frère a presque plus de relation avec mon père, du coup. Ils doivent s'appeler 2 fois dans l'année pour les anniversaires. Et puis peut-être pour la fête des pères, quand mon frère y pense, tu vois. Et puis ils se racontent rien. En plus, ça dure, les conversations téléphoniques doivent durer 2-3 fois. Et ma sœur ma sœur habite sur Blois, donc c'est vrai qu'elle va passer des week-ends chez mes parents. Mais est-ce qu'elle a une relation avec mon père? Non, je crois pas, quoi. Mis à part se prendre la tête, parce que c'est pareil, ils n'ont pas les mêmes idées sur ceci ou cela, si tu veux. Je suis pas sûre. Donc non, en fait, mon père ne nous a jamais... Il nous a témoigné de l'amour par le côté matériel, mais est-ce que c'est vraiment ce dont on avait besoin, quoi. Tu vois, et moi, au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais merde, en fait, si demain mon père vient fermer les yeux, qu'est-ce que je vais dire pour... tu vois, quoi, qu'est-ce que je vais dire sur mon père si on me dit parler pour l'enterrement? Mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je connais de lui? Il nous a jamais raconté son enfance. J'ai 2-3 anecdotes, quoi, mais... non, voilà, quoi. Et puis j'ai 2-3 trucs à raconter avec mon père, quoi, Ah tiens, je me souviens, l'année de mes 17 ans, je suis allée faire une manif avec lui à Paris, quoi. En fait, voilà, qu'est-ce qu'il écoute comme musique? Qu'est-ce qu'il aime comme... il cuisine super bien l'onglet à l'échalote, voilà. C'est la seule chose que je sais sur... Il cuisine très bien l'onglet à l'échalote, quoi. Voilà, quoi. C'était un super je sais pas, quoi. Donc, je sais qu'il nous aimait et je sais intrinsèquement que franchement, il doit être blessé aussi. Et le pire dans tout ça, c'est que voilà, il veut plus me parler. Il a fait ce choix. Il a fait ce choix aussi de faire disparaître de sa vie ses 3 petits-enfants aussi, pour qui il a été le même super grand-père qu'il a été un super papa pour nous. C'est-à-dire que pour les enfants, il fallait tout, quoi. Papy cadeau. Ah, mais tout, quoi. La cabane dans le jardin, le trampoline, la piscine, et puis pas la petite piscine avec 2 boudins, si tu veux, non. Je t'installe la piscine qui te prend 15 mètres carrés dans le jardin et je te la remplis et je me tape une facture d'eau pas possible pour que les gamins soient contents quand on les a en vacances, si tu veux. Donc, ça a été un papy génial de ce côté-là, quoi. Mais il n'a jamais su, clairement... Créer du lien, quoi. Il a... s'intéresser à eux. Ouais, et même après, quoi. Et là, moi, au jour d'aujourd'hui, si tu veux, ça me... c'est... Moi, mes enfants, ils ont un grand-père, quoi. Non, vous en avez 2, quoi. Ah oui, mais lui, il nous parle plus, quoi. Donc... Et justement, comment est-ce que tu expliques tout ça à tes enfants? Qu'est-ce qu'ils en comprennent de cette situation? C'est compliqué. C'est compliqué parce que... Parce qu'ils sont grands? Enfin, t'en as des grands, en tout cas? Alors, ils sont grands, sauf que alors, au début, quand ça s'est passé, les premières questions, elles sont arrivées vite, hein, parce que du coup, à Noël, c'était pourquoi papy, il n'est pas là? Mamie, pourquoi elle est venue toute seule, quoi? Parce que papy, il est triste. Donc, au début, tu dis que papy, il est triste parce qu'on va partir loin
Et du coup, il est triste et ça va passer. Il faut lui laisser le temps de digérer la pilule. Donc, au début, tu leur dis comme ça. Et puis, c'est vrai que ils sont grands maintenant, mais il y a 4 ans en arrière, tu vois, enfin, Tessa, elle est arrivée ici, elle avait 7 ans. Timothée, il en avait 10. Donc, ils sont grands, mais ils sont petits quand même, quoi. C'est compliqué à expliquer. Et puis, Jade, elle était dans cette période où elle a très mal vécu le déménagement. Donc, cette période, elle s'est rasé la tête avant d'arriver ici, quoi. Je me suis dit, s'est coupé les cheveux très courts parce qu'elle voulait pas venir. Juste pour m'embêter, Ah oui, d'accord. en fait. Ah ouais, non, mais c'était un truc. Je vois encore, je vois encore ce message en me disant, elle est où la tondeuse? Pourquoi la tondeuse? Mais je veux la. Et en fait, c'était la tondeuse parce qu'elle s'était coupé les cheveux et qu'elle voulait rattraper le truc. Et en fait, je suis rentrée, elle avait un bob sur la tête. Et mais qu'est-ce que t'as fait? Et elle enlève le truc. Je vais, mais non, mais là, ça va pas être possible. Et elle a juste fait ça pour nous embêter parce qu'elle voulait pas partir. Et donc, en fait, Jade, quand son grand-père a décidé que, en fait, Jade, c'était, de toute façon, il veut pas nous parler, quoi. Moi, je vois pas pourquoi je ferais d'efforts non plus, quoi. C'était une ado et au jour d'aujourd'hui, en fait, les enfants, clairement, de cette, entre guillemets, rupture avec leur grand-père, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent que on est parti aux États-Unis et que papy, ça lui plaît pas et que du coup, il veut plus nous parler. Et donc, du coup, en fait, ils en sont arrivés à se dire, tant pis, quoi. Et moi, ça me fend le cœur, en fait, quand mes enfants discutent et disent, tu vois, ou viennent dire à quelqu'un, et tes grands-parents, toi? Moi, mes grands-parents, j'ai ma mamie qui habite là et j'ai mes 2 autres grands-parents qui habitent en région parisienne. Et en fait, ils parlent pas du papy, quoi. Ils parlent pas de mon père parce que pour eux, il est plus dans la photo, quoi. Mais ils ont besoin de se protéger aussi, en fait, d'une certaine Mais manière. en fait, je pense que c'est ça, quoi. Je pense que clairement, c'est... et alors, ils ont besoin de se protéger et en fait, ils se sont rendus compte que pour moi, c'est un tel objet de souffrance que pour eux, en fait, parler de papy, c'est faire du mal à maman, quoi. C'est faire pleurer maman. Donc, en fait, on n'a pas envie. On n'a pas envie de faire pleurer maman et du coup, on parle pas de papy, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de papy, maman, elle pleure, quoi. Donc non, on parle pas de papy, quoi. Donc, en fait, c'est dur de... En fait, t'as le sentiment de culpabilité que je devrais pas avoir parce que c'est le seul à avoir réagi comme ça. Donc, je devrais pas me sentir coupable d'avoir voulu simplement continuer de vivre d'une façon différente, d'une façon certes qui ne lui plaît pas à lui, mais je devrais pas me sentir coupable de ça parce que au jour d'aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est, mais c'est lui qui a choisi qu'elle soit ce qu'elle est. Parce que tu disais, toi, tu as essayé de lui écrire sur Facebook, sur WhatsApp. Ouais. Tu me disais que tu as essayé de lui envoyer des courriers papier aussi et que tu as vraiment dit que les courriers sont sur son bureau, mais pas ouverts depuis des années, en fait. Ils sont pas loin de lui, hein. Ils sont posés entre l'écran et son clavier d'ordinateur. Il passe ses journées dans son bureau de retraité devant son ordinateur. Je sais pas ce qu'il fait, mais il passe ses journées devant son ordinateur. Et les courriers sont là. Et ma mère me dit, la poussière s'installe dessus, la poussière s'installe autour. Et je sais pourtant qu'il meurt certainement d'envie de les ouvrir. Tu vois, il a eu 70 ans. Un an après qu'on soit arrivé ici. Et moi, pour ses 70 ans, je ne sais pas si... Je lui ai fait envoyer, comment ça s'appelle? C'est un jardin éternel, en fait. Tu sais, c'est une espèce de bonbonne en verre avec un écosystème à l'intérieur. Ouais, voilà. Et ça, tu n'as pas besoin de t'en occuper, sauf qu'il faut quand même veiller de temps en temps à remettre un tout petit peu d'eau pour que se fasse la condensation ou quoi. Et ma mère me dit, en fait, je ne le vois jamais faire. Mais je sais qu'il s'en occupe, puisque le jardin grandit et le jardin de vie. C'est un beau symbole. Ouais, voilà. Mais moi, c'est ce que je voulais, en fait, qui continue à cultiver ce lien qu'il y avait entre nous, quoi. Et donc je sais, en fait, qu'il est malheureux de la situation, clairement qu'il en est malheureux. Mais en fait, c'est un personnage qui est tellement orgueilleux, qui a un tel amour-propre. Et ça, il nous l'a prouvé maintes situations dans le passé, si tu veux, avec d'autres relations qu'il a eues. À partir du moment où il est déçu,
Il préfère couper les ponts. Il est tout ou rien, quoi, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de gris. demi-mesure. Il n'y a pas de gris. C'est noir, noir ou blanc, blanc. Mais il n'y a pas de... Voilà. Et il n'y a pas de gris. Et il y a d'autant moins de gris si c'est pas lui qui a décidé de mettre de la nuance, si tu veux, quoi. Et Il a besoin de rester en contrôle, en fait. En fait, c'est peut-être aussi ça qui... Enfin, après, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir à deux balles, mais quand tu as des enfants, à partir du moment où ils grandissent, ils développent une personnalité, tu lâches prise parce que tu peux pas contrôler leur quotidien, tu peux pas contrôler ce qu'ils pensent, tu peux pas... Et c'est aussi ça, tu sors de cette phase bébé et à mesure que tu grandis, enfin, c'est cette peur, en fait, de lâcher le contrôle des autres, des gens qu'on aime, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu vois, ce truc de pas pouvoir contrôler, en fait, c'est vis-à-vis de nous et c'est vis-à-vis aussi même de des relations amicales qu'il ait pu avoir, des relations... Et en fait, tu as l'impression que, en fait, ouais, c'est con à dire, mais comme il arrive à rien contrôler, comme tu dis, quoi, il peut pas... Et même dans ses relations amicales, justement, en fait, tu te rends compte que plus il vieillit et plus il s'isole. Et il se retrouve de plus en plus seul. Et moi, ça me rend malade, en fait, de savoir que mon papa est seul, quoi. Que mon papa, pour Noël, voilà, ma mère va chez mon frère avec ma sœur et mon père veut pas y aller parce qu'il a cet orgueil, il a cette... Et puis, ma mère lui a déjà dit, hein, la porte est ouverte, hein, t'as qu'à y aller, hein, t'as pas besoin d'une invitation pour aller chez ton fils, mais non, il y va pas parce qu'il a cet orgueil. Et puis, comme mon frère lui a gentiment dit, ou méchamment, j'en sais rien, que c'était qu'un con parce qu'il voulait plus me parler, si tu veux, à cause de ça, ça a encore créé un fossé un peu plus important entre eux aussi. Et du coup, c'est vrai que à chaque fois qu'il n'arrive pas à contrôler un truc, ça prend des proportions. Et oui, moi, ça me rend malade. Moi, je suis la seule, le jour de Noël, qui me demande... Qu'est-ce qu'il mange ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, ça me rend tellement malade, si tu veux, que je suis aussi la seule à me dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer si la maman, elle rentre et qu'elle le retrouve au bout d'une corde, quoi ? Parce qu'il est trop seul. Parce qu'il ne supporte plus cette... Alors oui, c'est lui qui l'a choisi. Parce qu'il ne saura pas demander de l'aide si ça ne va pas, quoi. Non, il ne saura pas. Il ne saura pas, il ne voudra pas. Et sa fierté l'en empêchera et ça l'en empêche déjà, si tu veux, quoi. C'est... Ouais, c'est compliqué, quoi. Et moi, ça me... Comment tu vis ça au quotidien, justement ? T'y penses beaucoup ? Ouais, il n'y a pas... Il n'y a pas un jour, en fait, où tu n'y penses pas. Parce qu'il y a forcément, même si le matin, tu te lèves et tu n'y penses pas, il y a forcément un truc dans ta journée, un petit truc qui va te rappeler à lui. Il y a forcément un truc. Et donc, il n'y a pas un jour où tu n'es pas prise. Alors, les sentiments par rapport à ça, si tu veux, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucune colère de ma part, en fait. Je pourrais être en colère, quoi. Je pourrais me réveiller révoltée et... je pourrais, quoi. Le seul sentiment de colère que je peux avoir par rapport à ça vis-à-vis de lui, et encore de moins en moins, c'est le fait que, il soit pas un grand-père pour ses petits-enfants. C'est vraiment le truc... moi, c'est une chose, mais ses petits-enfants... Que ça puisse toucher la chair de ta chair aussi. Ouais, ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Et puis, je suis tellement maman ours que, voilà, quoi. Moi, pour moi... Et en fait, à côté de ça... j'ai pas de colère, mais par contre, tous les jours, va y avoir un truc, qui va m'y rappeler et ça va. Et du coup, en fait, les sentiments évoluent au fur et à mesure des années, tu vois, et même au fur et à mesure des jours, quoi. Hier, j'ai entendu un truc tout bête, t'allumes la radio et là, je tombe sur When I See You in Heaven de Eric Clapton. Et Eric Clapton, je sais que c'est un des chanteurs qu'il affectionne partie. Et en fait, j'ai écouté la chanson et je me suis mise à pleurer parce qu'en fait, tu sais, ça a résonné. Ouais, voilà, en fait, j'en suis arrivée à un point de me dire, see you in heaven, quoi, tu vois. Est-ce que là-bas... Tu te résignes à ça, est-ce que même là-bas, tu voudras pas me parler ou... Je suis pas quelqu'un de croyant, si tu veux. Après, je pense profondément il y a quelque chose après, quoi. Donc, je suis peut-être pas croyante au sens propre du terme, mais je pense pas que ça s'arrête comme ça derrière. C'est spirituel. Ouais, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai mal à l'âme, en fait, quoi. Je suis pas fâchée après lui.
Et Dieu sait qu'il me blesse et qu'il me fait du mal, quoi. Je suis vraiment pas fâchée. Mais ouais, c'est... Il y a ce truc, en fait, ce trou qu'il a... T'as une plaie béante, en fait, avec laquelle tu évolues tous les jours. Il a cassé quelque chose et tous les jours, tu essayes de réparer et tous les jours, en fait, ça craque, quelque façon que ce soit. Tu continues d'essayer de rentrer en contact avec lui de temps en temps? Ouais, chaque anniversaire, chaque fête des pères, chaque Saint-Jacques, parce qu'il s'appelle Jacques, chaque Noël, chaque jour de l'an. T'as des nouvelles par ta maman aussi? J'en ai pas par ma maman parce que, comme je te disais, la relation entre mon père et ma mère s'est foncièrement dégradée au fil des années. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi. Même quand j'étais toujours, quand j'étais chez mes parents, du jour au lendemain, en fait, il a dû se passer un truc dont je ne suis pas au courant. Est-ce que c'est tabou? Est-ce qu'il s'est passé un truc parce que mon père a décrété que, voilà, quoi. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est qu'ils vivent toujours sous le même toit. Que mon père ne veut pas divorcer de ma mère, malgré que ma mère lui ait dit qu'elle allait divorcer. Bon, j'ai pas l'impression qu'elle fasse plus que ça. Elle pourrait, hein. C'est une autre génération aussi, hein. Rien que dire les mots, c'est une grosse avancée parfois. Hein. Non, et puis, mais après, j'ai l'impression que ma mère, quand tu en parles avec elle, elle te dit, de toute façon, on a notre vie chacun de notre côté. La seule chose qu'on fait, c'est cohabiter. Mais en fait, je lui demande pas de nouvelles parce qu'à chaque fois que ma mère est tellement... Elle était déjà bien en colère et bien fâchée avec mon père avant, en fait, qu'on s'en aille. Et en fait, la réaction qu'il a eue, elle ne la comprend tellement pas que ça a instauré une espèce de dégoût, en fait, d'animosité, entre eux. Et je pense que c'est quelque chose qui est... Alors, je dis pas, si tu veux, que demain, quand mon père va fermer les yeux, ma mère va pas être malheureuse. Malgré qu'elle dise que ça lui ferait rien, mais je n'y crois absolument pas, parce que je ne vois pas comment tu peux continuer à partager le toit de quelqu'un quand vraiment tu en arrives au point Mais voilà, ma mère n'a jamais... Au début, ma mère n'a jamais voulu divorcer parce que voilà, c'était dans le truc. On fait des enfants, on s'en va pas, on a dit qu'on assumerait, donc plutôt... Et même moi, lui demandant, je me souviens à ado, lui dire, mais divorcez, quoi, arrêtez, tous les soirs, en fait, tous les soirs... Tous les soirs, ils s'engueulaient. Hein. Tous les soirs, c'était des... Enfin, t'imagines la violence de la relation parentale dans laquelle on a vécu, quoi. C'était, mais... Et aujourd'hui, si tu veux, je m'estime heureuse d'avoir un couple aussi solide, d'avoir ce lien privilégié que j'ai avec mon mari, d'avoir réussi à soulever des montagnes, parce que la relation de couple, c'est compliqué, hein, et d'avoir réussi à faire certaines concessions sur certaines choses et d'autres, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un couple très uni et très solide. Et je me demande, en fait, comment c'est possible de réussir à construire une relation comme j'ai aujourd'hui quand on a vécu ça, en fait, quoi. Quand c'est l'exemple que tu as connu en grandissant. Ouais, quand tu vois ton père insulter ta mère et ta mère traiter ton père et que enfin, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que ma mère, aujourd'hui, je lui demande pas comment va mon père parce que c'est tout simplement, en fait, pour avoir des réponses comme d'hab. De toute façon, j'en sais rien. De toute façon, c'est qu'un con. De toute façon... Il n'y a pas de... Alors si, quand il va être... Tu vois, il s'est fait opérer de la cataracte l'année dernière. Et comment il va? Ça va. Et machin. Voilà, quoi. Donc, mais non, et puis ma mère estime que de toute façon, il m'a tellement blessée, elle ne le comprend tellement pas, elle a plus envie de faire d'efforts. Et puis, et j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas que moi, je puisse encore demander, en fait. Il y a un mot que tu as utilisé quand on a échangé avant d'enregistrer cet épisode, c'était le deuil sans mort. C'est justement que tu n'aies pas fait ce deuil, en fait, que tu ne tournes pas la page, en fait. Tu ne veux pas lâcher l'affaire. Non, je ne veux pas lâcher. Ouais. Je ne veux pas lâcher la rampe. C'est mon père, quoi. C'est mon père. Au-delà d'être mon père, c'est mon papa. D'accord, il ne m'a jamais dit je t'aime. D'accord. Mais tu sais qu'il t'aime. Mais je sais que c'est ça l'essentiel. À sa façon à lui, si tu veux, je sais quoi, et je sais qu'il souffre du truc comme moi j'en souffre aussi. Je trouve ça, je trouve ça clairement dégueulasse ce qu'il me fait, quoi. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Je trouve que c'est d'une violence, mais et pourtant dans notre entourage propre, si tu veux, enfin voilà quoi.
Comme je te disais, j'ai été confrontée à la mort très tôt d'un ami jeune. On a été confrontés au suicide dans ma famille. On a été confrontés. Donc, le deuil, je sais ce que c'est, quoi. Mais celui-là, en fait, tu sais, il y a les psys, des fois, parlent du deuil blanc. Quand tu fais un deuil blanc, en fait, c'est que tu fais le deuil d'un parent atteint d'Alzheimer, par exemple, quoi, qui n'est pas mort, mais qui n'est plus là, en fait. Mais C'est ce qui qu'on n'est appelle plus le la deuil même blanc. personne. D'accord. Et en fait, alors, c'est pas légitime de ma part de dire que c'est un deuil blanc. Mais en fait, des fois, je me dis, ouais, est-ce que ça serait pas mieux qu'il ait Alzheimer? Est-ce que ça serait pas mieux que... est-ce que ça serait pas plus facile, en fait, même si ça... Tu vois, je veux absolument pas minimiser la douleur des gens confrontés. Mais en fait, je sais pas comment je peux... Est-ce que c'est un deuil gris? Est-ce que c'est un deuil blanc? Est-ce que c'est un deuil... Mais il est pas mort, quoi. Je peux pas... Moi, tant qu'il est pas mort, je suis quelqu'un de foncièrement... optimiste, c'est pas le mot, mais je suis quelqu'un de... Je suis pas rancunière. Je suis quelqu'un de profondément aimant, vraiment. Et je peux tout pardonner. Et là, en fait, je sais même pas si j'ai besoin de pardonner quelque chose. Certains diront oui. J'ai pas envie de dire qu'il faut que je pardonne. J'ai pas envie de lui pardonner quoi que ce soit. Il a certainement ses raisons. Après, pour moi, il y a toujours de l'espoir, si tu veux. Il est là, quoi. Il est là quelque part. En fait, il faut simplement que j'arrive. Là, tu vois, c'est très, très, très... C'est très bête, mais quand on est arrivé aux États-Unis, je pouvais pas avoir de téléphone pour appeler à l'étranger sans passer par le Wi-Fi, donc Messenger, WhatsApp, quoi. Et là, en fait, depuis récemment, avec mon forfait prépayé, je suis tellement une bonne cliente depuis 4 ans que j'ai enfin cette possibilité d'appeler l'option, tu sais, d'appel à l'étranger en illimité. Bon, tu payes 15 balles de plus par mois, mais tu les prends, ces 15 balles. Et au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas... En fait, j'ai tellement peur qu'il me raccroche au nez encore une fois, si tu veux. J'ai tellement peur, tout simplement, que quand ils voient le numéro de téléphone s'afficher, le +1 704, ils se disent ça vient des États-Unis, je sais qui c'est, non, je réponds pas. Et j'ai tellement peur, en fait, que de me reprendre encore une porte, me claquer encore une porte, me voir claquer encore une porte au visage, ça me refasse tomber encore, tu vois. J'arrive à avancer. T'arrives à mais tenir. Jusqu'à quand, quoi? J'ai peur, en fait. J'ai juste peur, quoi. J'ai juste peur. Je pourrais l'appeler, hein, là, maintenant. Mais j'en suis arrivée à un point où, je vais y arriver un jour. Hein. T'arrives à tenir debout actuellement, en fait. Et c'est le risque de retomber. Et justement, j'allais te demander, tu nous parlais de ces visas que vous avez, que vous êtes en procédure de green card et potentiellement plus tard de nationalité. Ce qui n'est pas forcément clair pour les gens qui ne connaissent pas toute ton histoire, c'est qu'avec ce statut, vous n'avez pas pu rentrer en France depuis 4 ans. Parce que on pourrait se dire aussi, finalement, puisque ta maman vit avec ton papa, dans des conditions qui sont, avec des termes qui sont les leurs, mais que tu pourrais potentiellement le croiser en allant voir ta maman. Et là, vous allez rentrer cet été pour la première fois? Non, alors on ne va pas rentrer cet été parce que, comme je te disais, on est toujours dans l'attente de cette green card, en fait. Donc, on aurait voulu vraiment rentrer cet été. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Ça va commencer à être long. En fait, clairement, quand on est arrivé à cause du Covid, le seul visa, à cause du visa ban du président Trump, le seul visa qu'on a réussi à obtenir à cette époque-là, puisque tous les visas comme le H1B, en fait, ce qu'on va appeler les visas immigrants, entre guillemets, tous ceux qui te permettent d'avoir une green card en direct, ont été arrêtés, en fait, pendant le Covid. Et du coup, en fait, le seul visa que auquel Jean-Charles a pu postuler à cette époque-là, c'était un visa O1. Et donc, nous, un visa accompagnant, donc un visa talent O3, exceptionnel. Exactement. Et donc, ce visa, quand il était mis pour une durée de 3 ans. Et quand on est parti avec le Covid, en fait, il nous fallait, pour pouvoir arriver sur le territoire, ce qu'on appelait une National Interest Exemption, qui était l'autorisation, qui était l'autorisation, en fait, de voyager et surtout de franchir la frontière américaine, l'immigration, quand on arrivait. Et donc, en fait, on a un visa qui est résident non immigrant. Donc, c'est un visa qui est au bout des 3 ans, en fait, que tu dois renouveler tous les ans, en fait. Okay. Donc, tous les ans? En fait, tu as 3 ans au départ et après, en fait, il faut le renouveler tous les ans.
Et donc, en fait, Ah oui, c'est lourd. ouais, D'accord. et comme on a été obligé d'attendre, si tu veux, pour obtenir ce NIE, quand on est arrivé aux États-Unis, en fait, on avait déjà perdu plus de 6 mois sur la durée de notre visa. D'accord. Ouais. Donc, il a fallu. C'est arrivé très vite. Voilà, c'est arrivé très, très vite. Et à partir du moment où tu refais une demande de visa, tu peux pas bouger. Et d'autant plus que nos passeports sont arrivés sont arrivés à bout de validité. Donc, il a fallu aller à Atlanta, à l'ambassade, refaire faire des passeports. Et en fait, si tu veux voyager quand tu es sous visa, il faut que tu repasses. Si on avait voulu rentrer en France, il aurait fallu qu'on voyage avec nos 2 passeports, celui où il y avait le visa stamp et le nouveau, en fait. Et que quand on arrive en France, on aille directement à l'ambassade à Paris, qu'on laisse nos passeports pour une durée en général de 10 jours. Mais en fait, tu sais pas. Hein, on a tous eu, surtout avec le Covid, beaucoup de relations qui se sont retrouvées à rester bloquées plus longtemps en France parce que les passeports restaient prisonniers, voilà. Et donc, du coup, en fait, nous, quand on est arrivés ici, les enfants étaient à l'école, quoi. Tu vois, tu peux pas leur faire louper l'école comme ça. Et puis, les enfants ici, ils ont le summer break. Mais toi, tu fais pas forcément le choix de rentrer au moment de l'été. Et ici, mis à part Noël, où tu as 2 semaines, si tu veux, spring break, c'est 4 jours, Thanksgiving, c'est 4 jours, t'as pas de vacances dans l'année. Et puis, il y a un autre truc qu'il faut voir aussi, c'est que rentrer, ça coûte des sous. Et nous, quand on est arrivés ici, on n'avait pas prévu que Jade aille à l'université et on n'avait pas prévu, depuis que nos enfants sont petits, si tu veux, de mettre des sous de côté pour l'éducation supérieure de nos enfants. Ouais, parce que l'université, c'est quelque chose de très cher pour ceux qui ça nous coûte 20 000 par an, si tu veux, quoi. Donc, 20 000 par an, on a de la chance. Voilà, on se serre la ceinture pour y arriver. Forcément, il faut assumer financièrement. Et puis, on avait ces papiers, du coup, qui nous permettaient pas de pouvoir sortir. Et au jour d'aujourd'hui, comme on est dans le process de la green card, qu'on attend la validation de ce I-485, tu n'as pas le droit, ou du moins tu as le droit de sortir du territoire américain. Mais en fait, sortir du territoire américain, ça veut dire que tu abandonnes ton souhait d'obtenir la green card. Et en fait, ça fait 4 ans qu'on se bat pour ça. Et là, on se dit, voilà, comme je te disais, les États-Unis, ça nous a appris la patience et la résilience. Et là, ça la cultive à 200%, quoi. On attend, on est dans le dernier... Donc, on attend, quoi. Et oui, il est clair que quand ça va arriver, on va faire des économies pour rentrer en France. Et ouais, j'irai taper à la porte, clairement, quoi. Même si dans la tête de ma mère, c'est non, mais on ira se voir chez ton frère à Bénodet. Ouais, mais non, j'ai envie de voir mon père quand même, quoi. Comment il va m'accueillir, j'en sais rien. Est-ce qu'il va vouloir me laisser rentrer, j'en sais rien. Comment moi, je vais arriver à y aller, je sais pas. Mais oui, il va falloir mettre les choses à plat. Tu veux lui dire quoi, si tu arrives à le voir, s'il t'écoute? Que je l'aime. Que je l'aime et que je comprends pas. Mais ouais, que je l'aime et que... En fait, j'ai juste envie de lui dire, mais comment tu peux faire ça? Et en même temps, j'ai envie de lui dire et j'ai pas envie de lui dire parce que si c'est pour le remettre face à sa propre culpabilité, j'ai pas envie. Mais j'ai juste envie de lui dire, 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, je sais pas quand on va pouvoir être capable d'y aller. Qu'est-ce que c'est long, quoi? Qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que tu manques et qu'est-ce qu'on peut ne pas être d'accord sur comment le monde tourne, sur comment le monde vit, on n'a pas les mêmes attentes, mais qu'est-ce que tu manques et qu'est-ce que c'est dur à vivre, quoi. S'il te plaît, quoi, ouvre-moi la porte, quoi. Ouais. S'il te plaît, quoi. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite, que ton statut d'immigration te permette de rentrer, et les économies aussi, dans un futur pas trop lointain, et que ton papa ouvre cette porte et que vous arriviez à avancer, en tout cas, tous les deux. Merci Anne-Fleur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écoutée. Beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Sandrine pour ce moment qu'on a passé ensemble et pour sa confiance pour partager son histoire, ce morceau douloureux de son parcours.
Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez sans doute, mais je vous le redis quand même, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, que ce soit dans vos cercles d'amis, de collègues, dans votre entourage proche ou encore sur vos réseaux sociaux. Chacun de vos partages compte énormément et nous, ça nous aide énormément à faire connaître notre travail. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, on reprend la direction de l'Europe en compagnie de Sophie, qui va nous parler des Third Culture Kids, les fameux TCK. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Il y a plein de côtés trop positifs, mais en fait, ça vient aussi avec des côtés qui sont moins cool et qui demandent un soutien énorme de la part des parents. Et ça, personne ne le voit. On voit que le côté « trop bien, ton enfant est trilingue » et personne ne voit les 6 mois, 1 an où ton gamin a bégayé comme un fou et pleuré tous les soirs, voulait pas retourner à l'école. Personne ne voit ça. Voilà, cette fois-ci, c'est tout pour moi. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour découvrir ensemble cette nouvelle histoire. À très vite!